Bonsoir. Bonsoir. Nous allons récupérer Séverine qui va, voilà, super. Ah, ça y est, je Rejoindre. suis là. C'est bon. Alors, je trouve que je suis un peu dans le noir. On va essayer de faire un peu mieux. Ok. Tout le monde m'entend bien? Moi, ça va, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Parfait. Ouais, l'inverse est vrai. L'inverse est bon. J'ai augmenté un tout petit peu le son, mais voilà, c'est tout. C'est tout bon. Bon, bienvenue tout le monde. Bonsoir. On Bonsoir. va attendre Ouais, on va attendre un petit 2-3 peu. petites minutes J'ai l'impression d'être que un tout le peu. monde nous On rejoigne. me voit bien? Je suis pas trop dans le noir. J'ai l'impression d'être. Ça Non? va, C'est assez lumineux? Ouais. c'est un peu plus gris. C'est un peu plus gris, hein, c'est ça, hein? Ouais. Bonsoir. J'arrive. Donc ce soir, pendant que Séverine, elle se prépare, on est très content de vous retrouver parce qu'on va pouvoir parler ensemble des différents professionnels qui interviennent auprès des bébés prématurés et de leurs parents. Et de leurs parents, exactement. Alors, on commence? On se lance? Eh ben allons-y, on va y On aller y va? doucement. Bon. Alors, je pense qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc, bienvenue quand même et rebonsoir, hein. Comme chaque mois avec Marie, on se retrouve pour notre live. Et ce soir, on va vous parler, comme Marie venait de vous le dire, de toutes les professions, toutes les blouses blanches que l'on peut croiser à l'hôpital lorsqu'on fait face à une naissance prématurée. Nous allons prendre le temps de vous présenter en fait chaque profession, donc des soignants, et de façon chronologique, ce qui va vous permettre vraiment de comprendre à quel moment vous allez rencontrer les professionnels en fonction du parcours de prématurité de votre enfant. Voilà. Évidemment, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à nous les poser, hein, on essaiera d'y répondre en parallèle. Voilà. Bonsoir Sarah, je vois qu'elle vient d'arriver. Bonsoir petite Lolo. Voilà, donc on venait juste d'introduire, donc vous arrivez pile au bon moment. On va commencer par le commencement, Marie, c'est-à-dire Allons-y. allons-y. Ça commence par la salle de travail, hein, quand l'heure a sonné. Même avant l'heure, on passe par la salle de travail. Et est-ce que Marie, du coup, tu peux nous expliquer ou nous rappeler ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il va y avoir de différents par rapport à une naissance à terme en fonction de la naissance prématurée? Est-ce que l'idée, c'est de savoir est-ce que du coup, il y a plus de soignants autour de la maman et du bébé? Alors généralement, c'est vrai que c'est un contexte qui est un petit peu moins serein. Alors soit la naissance prématurée, elle a été programmée parce qu'on savait qu'il fallait faire sortir ce bébé plus tôt pour X raisons. Et du coup, on va avoir un peu plus pris le temps. Et des fois, il va y avoir besoin, alors suivant le terme, très souvent d'une césarienne. Et sinon, quand c'est en urgence, ça se passe aussi très souvent par césarienne, sauf quand vraiment le travail a été très rapide et qu'on a juste le temps d'accueillir le bébé qui vient de sortir. Mais très souvent, c'est par césarienne. Et donc, qui dit césarienne va dire effectivement un plateau technique un peu plus conséquent parce qu'il va falloir un anesthésiste, forcément, pour poser une péridurale. Il va y avoir un infirmier anesthésiste, il va y avoir la sage-femme, bien sûr, il va y avoir l'obstétricien, gynécologue. Et comme c'est un contexte de prématurité, il y a un petit peu cette angoisse qui fait qu'effectivement tout le monde est un peu en effervescence pour que tout se passe bien. Donc on va prévenir le pédiatre qui est au courant, qu'on installe la maman, puis qu'il faut qu'il descende, etc. Et alors quand en plus on est dans un contexte de gémellité, du coup on augmente le nombre de professionnels pour accueillir ces bébés, puisque du coup il va falloir 2 sages-femmes, 2 auxiliaires. On Enfin, multiplie vraiment tout par deux. voilà, donc effectivement, on va avoir un peu plus de professionnels autour de ses parents lorsqu'il s'agit d'une naissance prématurée. Voilà, pour D'accord. pouvoir gérer. Vraiment Dans une prendre en naissance, charge. oui, pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de cette période-là, sachant que dans une naissance qui se passe bien, le pédiatre n'est pas là pour s'occuper de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que l'enfant qui vient naître, c'est la sage-femme avec l'auxiliaire qui le prennent en charge, etc. Il n'y a pas de pédiatre. Le pédiatre, il va descendre, alors pas que pour la prématurité, hein, pour aussi les naissances à terme qui ont des difficultés au moment de la naissance, pour prendre en charge l'enfant. Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, dans le cas d'une naissance prématurée, il va y avoir plus d'intervenants à ce moment-là. D'intervenants.
Voilà. Ce Donc qui en fait, se, ce qui se comprend. on va passer un peu vite sur cette partie-là, puisque du coup, on va être un petit peu plus sur quand on monte dans le service Voilà, de dans le réanimation. service. Donc justement, le bébé est arrivé, donc il va monter donc dans le service de réa néonate. Par qui est-ce que le bébé va être accueilli et par qui est-ce qu'il va être suivi au quotidien? Est-ce que tu peux justement nous présenter un peu toutes les équipes qui vont accompagner et prendre en charge le bébé? Oui, alors du coup, comme il y a énormément d'intervenants auxquels les parents peuvent être confrontés, ou rencontrés, on va dire, plutôt que confrontés, effectivement, j'ai eu envie de commencer par l'équipe principale qui va accueillir cet enfant, c'est-à-dire en fait les soignants qui vont être disponibles auprès du bébé et des parents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc cette équipe, principalement, elle est composée donc des infirmières puéricultrices et infirmières, des auxiliaires et des pédiatres. Et ce sont ceux qui vont être au plus proche de l'enfant. Et puis, on va voir au fur et à mesure tous les autres intervenants qu'on peut être amené à croiser. Et donc, du coup, bah, en fait, concrètement, quand ce bébé arrive dans sa couveuse de transport ou en peau à peau sur son papa, suivant les services dans lesquels on est et suivant l'état de santé de l'enfant, il est accompagné par le pédiatre. Mais finalement, la première personne qu'il va rencontrer en arrivant, ça va être l'infirmière puéricultrice qui va le sortir de la couveuse de transport ou le prendre des bras du papa pour aller l'installer dans sa couveuse ou sur sa table chauffante pour pouvoir commencer à lui brancher les électrodes, brancher la SAT, voilà, l'installer. Donc au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais donc vous présenter les infirmières puéricultrices en premier. C'est ce que j'allais te dire finalement, c'est quand même ton métier, donc est-ce que tu peux nous redéfinir précisément Oui, ton métier? Ouais. alors du coup, profitons-en pour réexpliquer ce qu'est une infirmière puéricultrice. Donc une infirmière puéricultrice, comme son nom l'indique, elle est d'abord infirmière, c'est-à-dire qu'elle a suivi 3 ans d'études post-bac, et ensuite elle a décidé de se spécialiser une année supplémentaire en puériculture. C'est-à-dire qu'à la fin des études d'infirmière, on a 3 possibilités si on souhaite se spécialiser. On peut faire anesthésiste, on peut faire infirmière de bloc et on peut faire puéricultrice. Et donc il faut passer un concours, on est admis dans les écoles spécialisées et on enchaîne ou on n'enchaîne pas, hein, ça dépend, sur une année de spécialisation. Donc au final, la puéricultrice, elle est infirmière bac plus 4. 4. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que par rapport aux autres spécialisations, au niveau des infirmières puéricultrices, dans le décret des soins infirmiers, il n'est pas précisé qu'il faut que les enfants soient pris exclusivement, enfin soient pris en soins exclusivement par des infirmières puéricultrices lorsqu'il s'agit de pédiatrie. Il est juste noté en fait qu'il est recommandé que dans le cadre de bébés prématurés, de bébés qui sont sous photothérapie ou qui sont pris en soins dans des couveuses, il est recommandé qu'ils soient pris en charge par des puéricultrices. Et en fait, c'est un peu là où nous, on trouve que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en gros, bah, si on peut, c'est bien que ce soit des puères, mais bon, bah, si c'est des infirmières, c'est pas grave. Alors, c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu moins embêtant avant 2009, parce qu'à partir de 2009, il y a eu une réforme universitaire des études d'infirmière pour se caler avec toutes les réformes universitaires européennes, etc. Et à partir de cette période et des changements qui ont lieu, eh ben, le module de pédiatrie a disparu, ainsi que la petite partie gynéco-obstétrique qu'on avait. Et donc la disparition de ce module de pédiatrie pose un peu problème parce que maintenant les jeunes diplômés, enfin les jeunes diplômés depuis 2009, en fait, elles arrivent en service de pédiatrie sans avoir cette formation préalable. Voilà. Donc avant, on aurait pu dire qu'elles avaient des bases. Là, maintenant, en fait, elles n'ont plus aucune base. Et nous, les étudiantes qu'on encadre, en fait, eh ben, on leur enseigne en fait les bases de pédiatrie puisque enfin, elles ne les ont pas avec leurs études. Donc finalement, cette spécialité d'infirmière puéricultrice, elle devient primordiale quand on souhaite s'occuper d'enfants parce qu'on a quand même beaucoup plus d'apports pour avoir des connaissances de base. Donc, alors après, ça ne veut pas dire que les infirmières puéricultrices vont savoir beaucoup mieux s'occuper des enfants que les infirmières non spécialisées. Il y a des infirmières spécialisées qui travaillent depuis une dizaine d'années et qui ont acquis en se formant et sur le terrain plein de notions qui sont essentielles. Mais il se trouve que de la formation qu'on fait, on nous donne en fait quand même des connaissances qui nous permettent de prendre en soin les enfants de façon beaucoup plus adaptée et ça se voit dans la qualité de prise en soin après des enfants. Donc les services où il y a plus de puéricultrices, bah, finalement ils ont plus de matière pour réfléchir à voilà, la façon de... Voilà, donc c'était le petit
quart d'heure publicité pour mon métier et défense de ce Et, métier. exactement, tu as raison. Et en parlant de défense, justement, ça fait plusieurs mois qu'on voit qu'il y a un collectif qui fait un peu de bruit qui s'appelle Je suis infirmière péricultrice. Je crois que tu fais partie, ou en tout cas tu as intégré ce collectif parce que ça te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement, 2 minutes, sur le Oui. collectif pour qu'on puisse bien comprendre à quoi il sert? Alors, on va en profiter vite fait, effectivement. En fait, en début d'année scolaire, enfin au mois de septembre-octobre, il y a eu le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant qui est sorti, présenté par Boris Cyrulnik, et qui finalement est quelque chose de formidable parce que ça met à jour les besoins d'un accompagnement de l'enfant du 4e mois de grossesse jusqu'à ses 2 ans. Là où nous, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose, c'est que la puéricultrice n'apparaissait quasiment pas dans ce rapport. Elle apparaît au niveau de la 40e page à peu près, autour de tout ce qui est PMI, puisque les puéricultrices travaillent effectivement au PMI. Et on s'est dit, mais en fait, c'est fou parce qu'on n'apparaît nulle part, on n'a pas fait partie de ce groupe de réflexion, alors qu'au final, nous sommes les professionnels, enfin, nous faisons partie des équipes pluridisciplinaires et des professionnels dont c'est le métier à part entière de prendre en soin les enfants en bonne santé, mais également malades, de la naissance jusqu'à 18 ans. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, on ne nous connaît pas. Et effectivement, les gens ont tendance un petit peu à confondre les auxiliaires de puériculture avec les puéricultrices. Donc, on verra un petit peu après ce que sont les auxiliaires de puériculture, qui sont vraiment des professionnels complémentaires de notre métier, de la même façon que les éducatrices de jeunes enfants, que la même façon que des sages-femmes. Voilà. Mais en fait, on a toutes nos spécificités, on a besoin de toutes ces professions. Donc, on a décidé de se réunir pour mieux se faire connaître et reconnaître et voilà, et nous permettre, par exemple, de pouvoir faire des consultations de puériculture, ce que j'ai mis en place moi-même, qui soient reconnues pour être conventionnées et remboursées pour les parents. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a un vrai intérêt en effet de ce collectif parce que c'est important que votre profession soit connue et reconnue, tout à fait, pour améliorer l'accompagnement des enfants et de leurs parents. D'accord. Alors, pour continuer sur la puéricultrice, voilà, est-ce que tu nous expliquerais rôle, voilà. Exactement, maintenant tu vas nous expliquer justement quel est le rôle de la puéricultrice, de l'infirmière puéricultrice du coup, auprès des bébés prématurés. Alors, effectivement, ça va être l'interlocutrice finalement la plus présente et celle auquel les parents vont être le plus facilement en lien, avec laquelle elle va être le plus facilement en lien, parce que c'est elle qui va s'occuper concrètement de l'enfant. Donc, en fait, l'infirmière de base, donc l'infirmière puéricultrice aussi, elle a 2 types de rôles. Elle a le rôle prescrit et le rôle propre. Donc, on va commencer par le rôle prescrit. Le rôle prescrit, en fait, c'est un rôle sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'elle va appliquer les prescriptions qui ont été rédigées par les médecins. Donc, au niveau des rôles prescrits, ça va être par exemple faire les traitements, prélever les enfants en fonction de ce qui a été demandé, les installer d'une certaine manière, voilà, régler, vérifier que la machine est réglée comme le médecin l'a prescrit, surveiller les constantes. Voilà, elles assistent aussi les pédiatres lors d'examens assez spécifiques de cause de cathé, les ponctions lombaires, les intubations, voilà, parce qu'elles s'occupent de l'enfant pendant que le médecin s'occupe du geste médical. Et elles vont aussi, pour des soins qui sont récurrents et très concrets, agir sur protocole. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, il va dire, par exemple, je veux qu'il y ait tant de tension par jour ou que vous vérifiez le taux de sucre et tout. Et donc là, en fait, c'est sur prescription qu'elles le font. Mais elles n'ont pas besoin qu'à chaque fois, ils réécrivent à chaque fois qu'il faut faire. C'est marqué pour la journée ou voilà. Et elles ont aussi des actions sur protocole. Des protocoles qui ont été faits par les médecins et elles savent que quand, par exemple, il faut poser une sonde gastrique, c'est le médecin qui le demande, mais il y a un protocole qui dit comment il faut qu'elle le fasse. Donc là, on est vraiment dans le rôle prescrit. Voilà. Mais à côté de ça, elles ont quand même, de par leur formation, un rôle propre. Et le rôle propre, en fait, c'est des actions qu'elles vont, elles, mettre en place sans avoir besoin qu'un médecin leur demande de le faire. Et donc là, on va retrouver un peu plus ce qu'on appelle, nous, les soins de nursing, c'est-à-dire, en gros, changer une couche, donner à manger. Alors, la quantité est prescrite par le pédiatre, mais l'infirmière décide de la façon dont elle va donner à manger à l'enfant.
Ensuite, elles ont un grand rôle de prévention et d'information auprès des parents. Donc, elles vont parler du rythme de l'enfant, l'aider à reconnaître les périodes d'éveil, de sommeil agité, calme. Elles vont faire de la prévention par rapport à tout ce qui est sécurité aussi, les risques de mort inattendus, par rapport à leurs pleurs, au comportement, comment le maintenir pour le sécuriser, voilà, toutes ces choses-là. Elles accompagnent bien sûr l'allaitement, ou alors l'accompagnement des premiers biberons quand ce n'est pas un allaitement. Elles vont faire aussi de l'éducation à la santé, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui vont devoir rentrer à la maison avec certains traitements spécifiques, avec des aérosols, avec de l'oxygène. Et donc, elles vont expliquer aux parents comment donner les traitements, comment faire un aérosol. Ça fait partie de leur rôle propre. Elles accompagnent les fratries. C'est quelque chose qui tient énormément à cœur, mais ça fait partie aussi du rôle propre de pouvoir accueillir les fratries, de pouvoir leur présenter les frères, les sœurs, voilà, toutes ces choses-là, de prendre en charge dans sa globalité l'enfant, c'est-à-dire aussi avec sa famille, d'écouter les parents, de pouvoir les conseiller, de répondre à leurs questions au quotidien. Et puis après, quand on va se rapprocher de la sortie, elles vont faire des liaisons avec, prendre contact avec leurs collègues puéricultrices de PMI pour pouvoir présenter l'enfant pour qu'il y ait ensuite un suivi après avec les PMI, ou alors lorsqu'il y a une sortie avec une hospitalisation à domicile, elles vont faire le lien avec les puéricultrices qui s'occuperont après de la suite en hospitalisation à domicile. Voilà. Enfin, la dernière chose, un petit peu moins drôle, mais qui fait partie quand même du quotidien, elles vont aussi accompagner toutes les fins de vie des bébés ou les deuils périnataux lorsque ça arrive. Voilà. Donc elles les accompagnent, elles accompagnent les parents pour aider à dire au revoir à leur bébé et puis faire les soins qui suivent et l'accompagnement nécessaire auprès des parents. Voilà, donc ça c'est le rôle propre. En plus de tous ces rôles-là, elles vont être en fait en travail en binôme avec des auxiliaires de puériculture que je vais présenter juste après. Et en fait, elles sont responsables des soins effectués par les auxiliaires. Les auxiliaires, en fait, font des soins sous la responsabilité de l'infirmière. De l'infirmière. C'est à l'infirmière aussi d'aller vérifier que tout se passe bien. Et elle est référente de l'auxiliaire. Voilà, donc c'est l'infirmière qui va aller donner les traitements quand l'auxiliaire prend soin de bébé. C'est l'infirmière qui fait les résidus, qui vérifie, voilà, qui est responsable en fait de ce qui se passe pour ce bébé-là. À côté de ça, elles vont aussi faire de l'encadrement. Ça fait partie de notre métier. En fait, comme on est un métier où on se forme et en théorie et en pratique, et quand on est nous-mêmes infirmières sur le terrain, on encadre les étudiantes infirmières. Donc, première année, deuxième année, troisième année. Généralement, en néonat, on a de la deuxième année. Et en réa, on prend des troisième années. Voilà, on ne prend pas de première année. On n'a pas de première année. Généralement, non. Alors, peut-être dans certaines néonates, mais en tout cas, là où je travaillais, on était sur de la deuxième année et troisième année. Parce qu'il faut quand même avoir une base de connaissances avant de pouvoir attaquer les soins auprès des enfants. Des enfants. Et pour conclure, la meilleure partie du travail de l'infirmière, ce sont les tâches annexes. Je rigole. Donc les tâches annexes, c'est le ménage, c'est les commandes, voilà. C'est répondre au téléphone, c'est envoyer des bilans, c'est éventuellement appeler pour les examens, c'est appeler pour les ambulances, pour les transferts, c'est la gestion administrative quand un bébé arrive, c'est trier les dossiers quand il repart, voilà. Travail obligatoire qui prend beaucoup de temps, mais qui fait partie de notre travail quand même. Fait partie mais à côté de ça, il y a quand même aussi des groupes de réflexion, c'est-à-dire qu'elles peuvent, au cours de leur travail, avoir des temps de réflexion avec des collègues pour mettre en place des protocoles, pour réfléchir sur c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et elles peuvent avoir certaines responsabilités. Par exemple, il va y avoir celle qui est référente au niveau hygiène, celle qui est référente au niveau douleur, voilà, qui est plus formée sur ce thème-là et qui va accompagner ses collègues voilà, en tant que référente. Donc voilà, on a fait le tour. C'est un métier très complet, en effet. En effet, vous êtes... on a aussi notre diplôme pour réussir à transporter les mamans avec leur fauteuil roulant quand on les amène au pied des couveuses. Voilà, ou transporter les couveuses aussi lors des examens. Voilà, c'est la petite blague. En carrière, voilà, il en faut. Très bien. Bon, donc du coup là, on a parlé en effet de ton métier des infirmières puéricultrices. Tu as beaucoup parlé du coup des pédiatres parce qu'en effet, c'est eux qui vont prescrire toute la partie que tu as évoquée tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler justement le rôle du pédiatre et puis ce qu'il faut faire pour devenir pédiatre justement voilà, quand on est parent, on sait que le pédiatre, ça va être le médecin spécialisé pour la prise en soin de son enfant, mais voilà, après,
à toi de nous expliquer justement voilà, ce qu'il faut pour devenir pédiatre. Pour être pédiatre. Mm. Alors, pour être médecin, il faut un paquet d'années d'études, mais effectivement, il y a différents niveaux en fait dans la progression. Donc, un étudiant en médecine, en fait, donc il a le fameux concours de première année où il y a un nombre sélectif avant de pouvoir passer en deuxième année. Et en fait, ensuite, il ne va devenir ce qu'on appelle externe, pas avant la troisième ou quatrième année, suivant les facs dans lesquelles il se trouve. Et donc, en fait, externe, c'est là où il va pouvoir commencer à faire des stages dans les hôpitaux, mais sous la responsabilité des internes et sans avoir beaucoup le droit de prendre des décisions. En fait, il est encore beaucoup en observation et sous un tutorat assez serré. Au début de la septième année, en fait, en fin de sixième année, il y a le concours de l'internat qui permet, en fonction de sa place, suite à ce concours, de choisir une spécialité. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont le meilleur classement choisissent la spécialité qu'ils désirent, et puis au fur et à mesure du classement, on prend ce qui reste en place. Et donc, on devient interne dans la spécialité choisie au bout de la septième année. Et donc, l'internat, après, va durer encore 5 ans avant de pouvoir devenir réellement pédiatre diplômé. Et par contre, quand on est interne, on va faire donc également des stages, mais c'est des stages qui sont sur une durée assez longue et où on a un droit de prescription et où on est déjà un peu médecin, mais sous la responsabilité d'un médecin senior qui, lui, est diplômé et a soutenu sa thèse. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, on est pédiatre diplômé après 11 ans d'études. Voilà. Donc, 6 ans d'études plus 5 ans d'internat après. On va trouver beaucoup d'internes, surtout dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires. Donc, un petit peu moins après dans les hôpitaux un petit peu plus petits, un peu plus modestes, mais il peut y en avoir aussi. Ce qu'on peut rencontrer aussi comme statut d'interne ou équivalent, ce sont des médecins étrangers qui viennent aussi en France se former pour se spécialiser dans cette spécialisation-là. Et après retourner travailler dans leur pays en ayant approfondi les compétences. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec des pédiatres, des internes, hein, qui en fait étaient des médecins étrangers qui venaient se former en France. On n'avait pas, nous, beaucoup d'internes chez les prémas. Ceux qui avaient, ils étaient plutôt en pédiatrie directement. Voilà. Donc voilà quels sont les internes avec lesquels on peut travailler. On peut travailler. D'accord. Oui, vas-y. Le rôle. Ouais, j'allais te demander voilà. En effet, du coup, quel était le rôle au sein du service. Donc, en fait, le médecin, bah, ça va être celui qui va prescrire, qui va diagnostiquer, qui va ausculter, observer l'enfant, diagnostiquer ce qui lui arrive, les besoins qu'il a, et prescrire en fonction de ça. Et donc, la prescription, ça va concerner ce qui va l'aider à respirer. Donc, c'est lui qui va calculer les paramètres du ventilateur pour l'aider à respirer. C'est lui qui va calculer exactement les apports qu'on va lui apporter par perfusion, parce que comme c'est une perfusion qui l'alimente tant qu'il n'a pas de lait, bah, il calcule exactement le taux de lipides, le taux de protéines, combien il faut mettre de sel, combien il faut mettre de calcium en fonction des résultats des analyses, etc. Et en même temps, il va surveiller le développement neuro-psychomoteur du bébé. Certains médecins sont spécialisés dans les échographies, donc ils peuvent également faire des échographies cardiaques ou cérébrales pour voir l'évolution de l'enfant. Voilà. Donc, le pédiatre, c'est la référence médicale. Donc, il va vraiment suivre l'état de santé global de l'enfant. Voilà, de l'enfant, qui va diagnostiquer quand il y a un problème, qui va trouver la solution adaptée au problème et qui pourra dire après à l'infirmière, ben voilà, il y a ça, donc on met ça en place. Et puis l'infirmière, en fait, elle opère, elle applique. Elle met en place, voilà, elle applique la prescription. Du coup, le pédiatre, il va être référent un peu de l'état de santé de l'enfant, c'est-à-dire que quand les parents ont des questions à poser sur l'état de santé, c'est le pédiatre qui va officiellement donner des informations. L'infirmière, derrière, elle va reprendre les informations données par pédiatre, éventuellement parce que les parents n'ont pas forcément osé poser plus de questions ou pas forcément compris ce qu'on leur disait, parce que des fois, ça va un peu vite et puis il y a une espèce d'aura des fois autour des médecins où on est un petit peu timide et qu'on n'ose pas. Donc, en fait, c'est le médecin qui donne l'information médicale parce que c'est de
son ressort à lui. Et l'infirmière peut éventuellement reprendre après avec les parents pour expliquer, quitte à être là en même temps avec le pédiatre pour voir quand les parents sont un petit peu perdus. Ou, voilà. Enfin, après, il y a des pédiatres qui font ça très bien, qui prennent le temps et qui expliquent. Mais c'est vrai que des fois, les parents, ils préfèrent redemander aux infirmières après ce qu'a dit le pédiatre. En tout cas, tout ce qui est information de santé, c'est le pédiatre qui va expliquer l'évolution et tout ça. Et puis alors, il n'y a pas de raison. Eux aussi, ils ont beaucoup de tâches administratives et de plus en plus. C'est eux qui vont gérer les transferts parce que sur des enfants qui sont ventilés ou qui ont des cathés, on ne peut pas transporter comme ça un bébé en ambulance simple. Donc souvent, c'est avec le SMUR, le SAMU, qu'on les transporte. Donc c'est eux qui vont essayer de contacter le SMUR pour savoir quand est-ce qu'on peut les transporter. C'est eux qui contactent leurs collègues quand il y a des examens complémentaires à faire, qui organisent les transferts, qui gèrent après les comptes rendus d'hospitalisation. Voilà. Donc eux aussi ont leur part de paperasse pour la gestion. Ce qui est important, je regarde mes petites notes en même temps pour rien oublier, c'est qu'ils vont travailler ensemble, de concert. C'est-à-dire que normalement, il y a un chef de service qui manage un peu tout le monde et qu'on est dans un consensus d'équipe. C'est-à-dire que normalement, un pédiatre prend une décision, mais qui a été réfléchie déjà de façon protocolaire par les autres pédiatres. Et on sait que dans tel cas, on va agir comme ça. D'accord. Et dès qu'il y a un doute, de toute façon, il y a les staffs le matin, il y a les réunions d'équipe qui permettent d'exposer les différentes situations et de prendre des décisions qu'on appelle collégiales. C'est-à-dire qu'on va les prendre ensemble. C'est pas un pédiatre qui dit « moi, je m'occupe de lui et je décide, on fait comme ça ». C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà, et donc du coup, ils sont sous la responsabilité du chef de service. Voilà. Et donc en réa, juste un petit rappel, en réa, les pédiatres sont là 24 heures sur 24 disponibles. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur certaines néonates simples où ils peuvent être d'astreinte ou voilà. Là, en réa. En réa, il y a forcément un pédiatre sur place. Il y a forcément un pédiatre sur place. Voilà. Très bien. Tu en as fini sur la partie des pédiatres? Des pédiatres, oui, normalement. Des pédiatres, voilà. Ne rien avoir oublié on a déjà, je trouve, voilà, beaucoup d'informations et très intéressantes. Et tout à l'heure, justement, tu parlais beaucoup des auxiliaires de puériculture. Voilà, tu disais que c'était un peu travailler avec l'infirmière. Est-ce que justement, tu peux nous présenter de façon un peu plus détaillée cette profession? Bien sûr, alors les auxiliaires de puériculture, en fait, pour faire très simple, c'est un peu l'équivalence des aides-soignantes pour les adultes. Ce sont en fait des personnes qui vont aussi s'occuper de tout ce qui va être nursing auprès du bébé. En gros, souvent, j'explique aux parents, les auxiliaires, elles font ce que les parents pourraient faire quand ils ne sont pas là. C'est-à-dire que quand les parents ne sont pas là, c'est elles qui vont changer le bébé, lui donner le bain à ses besoins, l'alimenter, voilà. Mais à côté de ça, donc les auxiliaires, elles ont une formation de moins d'1 an, en fait, mi-théorique, mi-stage. Et après, donc, elles peuvent travailler soit en structure d'accueil de l'enfant, soit à l'hôpital, effectivement, dans des services de pédiatrie, de mater, de néonat, avec cette spécificité par rapport aux aides-soignantes de la prise en soin des enfants. Voilà, elles ont une formation basée sur les enfants. Donc, c'est des experts de l'enfant, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est de travailler en binôme avec des auxiliaires, puisqu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui accompagne les soins pour qu'ils soient le moins désagréables possible pour l'enfant. Donc, par exemple, pour les prélèvements, quelqu'un qui tienne la tétine et donne le sucre, maintienne l'enfant. Enfin, quand je dis maintienne, c'est contienne l'enfant. Hein, c'est pas je te maintiens, faut pas que tu bouges. Hein, c'est plutôt de la réassurance et tout. Lui parle. Donc, il y a quelqu'un qui ne gère que l'enfant, pendant qu'après l'infirmière, elle fait le soin technique. Voilà, où elle se concentre en fait sur son soin technique, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du bébé et qui gère le relationnel. Alors ça peut être aussi les parents hein, pour des prises de sang, mais des fois les parents n'ont pas forcément envie d'être là. Et puis pour des soins un petit peu techniques, des fois c'est plutôt les professionnels qui font ça entre elles. Alors moi là où je travaillais en réa, il n'y avait pas d'auxiliaire, elles étaient que du côté néonat, mais je sais qu'il y a des services de réa où en fait les infirmières travaillent aussi en réa en collaboration avec les auxiliaires justement pour toujours faire les soins à 4 ensemble. Voilà, donc elles s'occupent aussi, elles ont un rôle aussi hein, par rapport à l'accompagnement de l'allaitement et par rapport à l'éducation des parents sur le syndrome du bébé secoué, sur les morts inattendues. Voilà, donc elles ont aussi tout un aspect éducatif qui est très important voilà, auprès des parents. Auprès des familles. Voilà, auprès des familles.
Et donc, il y avait une dernière catégorie d'agents qu'on peut rencontrer de façon quotidienne dans les services, mais ça dépend des services dans lesquels sont hospitalisés les enfants, puisque moi, là où je travaillais, ils ont été enlevés. En fait, c'est des ASH, c'est les agents de surface hospitalier. En gros, ce sont les personnes qui s'occupent du ménage du service. Mais moi, à l'époque, en fait, c'est des gens qui faisaient vraiment partie du service et qui, du coup, nous aidaient aussi en répondant au téléphone, en descendant les bilans, en faisant ce qu'on appelle des courses, c'est-à-dire en allant chercher les commandes, voilà. Et qui, du coup, avaient un rôle vraiment important auprès des parents parce qu'elles étaient là tous les jours. Et au final, quand elles rentraient, vidaient la poubelle, discutaient avec les parents, ça faisait un lien pour ses parents Mm. avec quelqu'un qui était un peu détaché des soins et avec qui on pouvait un peu plus parler de la pluie et du beau temps. Et puis en plus, comme elles faisaient partie de l'équipe, elles étaient un peu au courant de ce qui passait au niveau des bébés, donc elles avaient des fois le petit mot qui peut aider à prendre un peu plus le moral, quoi. Et puis, par rapport à tout ce qui est soins de développement, où on fait attention au bruit, à la lumière, au sommeil de l'enfant, à son rythme et tout, comme elles étaient à l'écoute de ce qu'on faisait, elles faisaient attention de ne pas taper les poubelles, de voilà, des petits détails. Mm. Voilà. Il y a de plus en plus de services où ce personnel-là, en fait, a été remplacé par des services privés qui viennent faire le ménage. Donc, avec des gens qui font le ménage Ils aussi sont très bien, mais totalement. qui sont moins investis parce que c'est plus des gens qui tournent. Et donc, on travaille un petit peu différemment dans ces cas-là. Mais voilà, je sais qu'il y a des services où on a encore des Il y a encore du ASH. personnel, donc qui fait partie Voilà. du personnel hospitalier, en fait. Oui, et où effectivement, du coup, ils font vraiment. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que chacun a sa place et peut être soutenant pour les parents. Parce que les parents, ça peut leur faire du bien d'avoir des gens un peu détachés de la Complètement, oui. situation médicale, ou juste ça va être comment vous allez aujourd'hui. Ah bah tiens, il a Ouais, le grandi. petit bonjour du matin, et ouais, Ouais. c'est ça. D'accord. Très bien. Et alors, du Donc coup, voilà. Donc, oui, vas-y, pardon. vas-y, Marie, finis Non, si non, tu c'est veux. bon, c'est à Non, toi. c'est bon. Je regardais, mais j'ai fini. Parce qu'on a nos petites notes quand même, hein. On fait pas tout ça de tête, hein, on va vous l'avouer. Maintenant, du coup, qu'on a en parlé de tout on va dire l'équipe principale qui intervient auprès du bébé prématuré, comment concrètement, en fait, comment ça s'organise tout ce petit monde dans le service? J'imagine il doit y avoir voilà, comme des règles un peu pour la prise en Oui. charge. Alors, donc en fait, ce qu'on disait, c'est que c'est un soin continu, donc il y a toujours quelqu'un qui prend le relais, hein, on a toujours la continuité des soins. Donc, alors effectivement, dans la journée, il y a plus de pédiatres et pour la garde, il n'y en a plus qu'un seul qui reste. Mais sinon, on va avoir toujours le même nombre d'infirmières, le même nombre d'auxiliaires, de jour, de nuit. Alors, dans certains services, on a des infirmières détachées par exemple, vont être un peu plus à s'occuper des commandes, accueillir les étudiants, gérer les parents, revoir les protocoles. Donc celles-ci ne sont pas de nuit. Mais sinon, on a la continuité des soins et on a donc un décret de périnat qui donne des chiffres pour savoir combien on a besoin de soignants en fonction de l'état de santé de l'enfant. Et donc, en gros, on demande une infirmière puéricultrice ou une infirmière pour 2 enfants quand c'est des enfants qui sont considérés comme réa, c'est-à-dire qui sont ventilés, qui ont un cathé. On a une infirmière pour 3 enfants lorsqu'on est dans des soins intensifs et on passe à une infirmière pour 6 enfants quand on est en néonat. Alors après, D'accord. tout dépend de ce qu'on appelle la néonate. C'est vrai que là où moi je travaillais, c'était plutôt confortable parce qu'on était une infirmière pour 4. En néonate, et déjà une pour 4, c'est fort. Mais il Ça y a doit être. des petites néonates où on va être à une infirmière sur 6. Voilà. Après, moi, j'étais dans un service où la néonate était la suite d'un service où il y avait une réa. Donc, on avait des bébés en néonate qui étaient très petits, peut-être un peu plus que des unités de maternité où il n'y a qu'une néonate. C'est Ah peut-être oui. un peu la différence. Mais normalement, Mhm. c'est un pour 2, un pour 3 et un Et pour un pour 6. 6. Voilà. D'accord. C'est pareil après pour le nombre de médecins, ça dépend des organisations. Le fait que ce soit de la néonate, des soins intensifs, de l'AREA, c'est le fait qu'on ait un pédiatre 24 heures sur Mm. 24 C'est ce que disponible tu soins disais tout à intensifs l'heure. et réa. Et après, en fonction des unités, si vous êtes sur des grands CHU des grandes villes de France, on va être sur 50 lits et du coup, il y aura bien sûr plus d'infirmières et plus de pédiatres et tout. Ça va être au Mm. prorata du nombre Oui, c'est de ça, lits c'est en au-delà fait. de l'état de santé Oui, de l'enfant, c'est forcément en fonction du nombre de voilà. lits aussi. Oui, oui. Occupés. Et donc, c'est vrai qu'on se bat un peu, nous, pour ce maintien, enfin, en tout cas, dans mon service, mes collègues encore actuellement se battent pour le maintien d'un nombre suffisant de soignantes par Indispensable. rapport au nombre d'enfants. Et c'est vrai que des fois, ça semble un peu bizarre d'avoir
seulement 2 patients, mais seulement 2 patients de réa sur des enfants qui demandent des soins, un accompagnement spécifique. Et puis, il y a les parents aussi à accompagner. Donc, effectivement, par rapport au service où il y a une infirmière pour 20 patients, voilà, on n'est Oui, pas dans les mêmes conditions de travail, mais c'est pas non plus le même le même, accompagnement. exactement. Voilà. Donc, on est encadré par un cadre de santé. Théoriquement, dans des services de pédiatrie, c'est mieux que ce soit une puéricultrice, une infirmière puéricultrice qui soit cadre, mais ce n'est pas toujours le cas. Qui donc du coup va manager, enfin va s'occuper de tout le paramédical, les infirmières, les auxiliaires, voilà, qu'elle a dans son unité. Et donc on a vu tout à l'heure que les pédiatres, eux, ils ont un chef de service. Après, maintenant, les unités sont organisées en pôles. Dans un hôpital, il va y avoir le pôle chirurgie, le pôle médecine et tout. Donc nous, on est dans le pôle mère-enfant. Et dans le pôle mère-enfant, donc il y a aussi la maternité, la pédiatrie, la salle de travail. Et donc, on a une cadre supérieure. Voilà. Et de la même D'accord, façon, le chef de service, il y a un chef de pôle, le supérieur d'accord. du dessus. Voilà. Donc, en tant que parent, quand on a quelque chose qui ne va pas bien ou qui nous paraît bizarre, eh ben, il faut aller se référer à la cadre ou au chef de service. Et puis, si vraiment ça ne va pas, à l'étage du dessus. L'interruption. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais, donc c'est très clair. On voit bien que c'est très hiérarchisé, c'est très, voilà, Oui. tout est bien défini. Après, dans un secteur comme celui-ci, ça semble Et puis la petite, je me indispensable. rends compte que j'ai oublié quelque chose aussi, c'est qu'en tant que parent, donc ça va être les gens qu'on va voir le plus souvent, et il va y avoir aussi énormément de stagiaires. Parce que donc comme on l'a Oui, vu, l'infirmière, elle encadre, hein. Donc il peut y avoir des élèves auxiliaires, il peut y avoir des élèves infirmières, il peut y avoir des élèves puéricultrices, et puis du coup les pédiatres, ils ont les internes, voilà. Donc il y a des gens en cours de formation dans ces services. Et puis il y quasiment a en aussi permanence en plus. des étudiantes sages-femmes aussi qui, elles, tournent un peu plus avec les médecins. Mais ça fait partie du passage lors de leur stage. Voilà. Donc effectivement, il y a aussi énormément de Les- professionnels. Donc normalement, ils sont censés être identifiés par leur badge, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, si vous vous retrouvez confronté à un professionnel et que vous ne savez pas ce qu'il fait et qui il est, il ne faut vraiment pas hésiter à lui demander. En disant, mais excusez-moi, mais voilà, quel est Hmm. votre rôle auprès de mon enfant pour savoir à qui vous vous adressez. À qui on a affaire, exactement. Et Ouais. puisqu'on est justement on reste dans l'équipe principale, je profite de ce moment pour, on a une maman qui nous avait posé une question et qui s'est interrogée sur la façon dont euh, les infirmières ou les médecins travaillaient au sein d'un service, et elle s'étonnait qu'il y ait des discours ou des conseils différents d'une infirmière au médecin à un autre. Et du coup, est-ce que en Alors, effet, il y a différentes façons oui. de travailler dans un service pour un même service, un Alors, même bébé? alors effectivement, c'est des remarques qu'on peut être amené à avoir de la part de parents. Alors, théoriquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, il y a un consensus médical, Protocole. il y a des protocoles et on choisit de s'occuper des enfants d'une certaine manière. Et normalement, on suit tous le même protocole et le même consensus. Et voilà. Donc, normalement, on a Vous avez une ligne de conduite. une ligne Mm. de conduite. Et puis, on a des choses où on n'a pas le choix, hein. De toute façon, Mm. tel traitement, c'est telle surveillance. Voilà. Il y a des choses qui sont recommandées et on suit les recommandations pour une prise en soin la plus adaptée possible. Mais nous avons des formations différentes. Voilà. Donc déjà, il y a des infirmières, il y a des infirmières puéricultrices. Nous Mm. n'avons pas eu les mêmes notions. Ensuite, on a des infirmières qui étaient avant 2009, qui avaient des notions de pédiatrie. On a celles d'après Qui qui n'en n'ont ont pas eu de plus. notions de Mm. pédiatrie. Donc, nous n'avons pas exactement la même formation. Et puis après, ça dépend de où on l'a fait, ça dépend de quelle manière on l'a intégré aussi. Les expériences sont différentes. Il y a des infirmières qui sont là depuis 2 ans, il y a des infirmières qui sont là depuis 10 ans. Alors, Mm. c'est pas parce qu'on est là depuis 10 ans qu'on sait mieux faire, parce qu'on peut être bloqué dans ses habitudes, et puis on peut être là depuis 2 ans et être hyper ouverte d'esprit. Et voilà, donc c'est pareil, hein, je ne dis pas que c'est mieux quand on est vieille ou que c'est moins bien quand on est jeune. C'est juste que ça va changer notre façon de pratiquer. C'est sûr que quand on vient d'arriver dans ce service-là, n'est pas forcément à l'aise et que dans les premiers temps, on n'arrivera pas forcément à donner des conseils aux parents. Donc, du coup, les parents vont peut-être nous trouver un peu plus réservés et fermés que quelqu'un qui a l'habitude et qui, en même temps qu'elle fait des soins, Oui. arrive à discuter. Donc, ça va jouer. Ensuite, on a une sensibilité personnelle qui est différente. Et ça, c'est valable dans tous les métiers. Mm. Vous allez avoir plusieurs maîtresses pour vos enfants qui ne réagiront pas du tout pareil alors qu'elles enseignent
c'est vrai. Voilà. Mm. Vous allez, je sais pas moi, la coiffeuse. Les coiffeuses, elles vont pas vous parler toutes de la même façon. Quelqu'un qui vous accompagne pour, enfin, voilà, on a notre personnalité à nous qui fait que des fois, on va plus ou moins bien s'accorder avec la personne d'en face. Et puis, on a, nous, en tant que personne, un vécu qui est différent et des émotions qui sont différentes. Et certaines situations vont peut-être faire ressortir des choses qui sont plus difficiles ou plus faciles à gérer. Et donc, du coup, le parent le ressent avec l'infirmière. Donc après, Mm. théoriquement, effectivement, la maman, dans sa question que tu m'as montrée, elle parlait d'une infirmière qui va laisser la maman prendre le bébé pour le sortir de la pelouse elle-même, qu'avec telle infirmière, on peut faire comme ci, qu'avec telle infirmière, on ne Mm. peut pas faire comme On ça. préfère. Mm. Alors, il y a des choses où on peut se permettre d'avoir une façon de faire un petit peu différente. Et moi, je dis aux parents que finalement, c'est une façon de s'enrichir. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que parent, bah, on va nous proposer plusieurs façons de faire le bain. Et ben, on va comme ça, on va piocher les trucs qu'on aime bien chez D'accord. chacun, et puis on va se faire sa propre façon de faire le bain. Voilà. Ensuite, sur des choses, bah là, moi, je mets pas l'oxygène, je mets l'oxygène à fond et tout ça. Bah, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas bien, qui n'est pas au courant, qui n'a pas été formé de la même façon. Si c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète, il faut en parler aux gens auxquels vous avez confiance pour qu'on vous apporte une réponse. Pourquoi elle a fait comme ça? Ou alors aller rencontrer la cadre pour lui demander. Parce qu'effectivement, c'est pas normal que les pratiques soient vraiment très différentes et les soignants peuvent se tromper aussi. Donc, vous avez aussi votre mot en tant que parent à dire, alors pas à critiquer et tout. Après, effectivement, il y en a où on aime moins comment ils font. Il y a des mamans qui me disent, bah, avec telle Mm. personne, je suis moins à l'aise, Oui. bah, on a le droit. Après, on peut très gentiment dire, bah, voilà, excusez-moi, mais je suis un peu inquiète. Voilà, essayer d'engager le dialogue. Donc, effectivement, on est censé travailler suivant les mêmes bases, mais après, on a chacune notre formation, notre La sensibilité, l'humeur du sensibilité jour, aussi. l'humeur du jour, Ça le vaut pour fait tout le monde. qu'on Mm. s'entende bien ou pas, et ça va malheureusement jouer, mais comme dans plein de relations, dans tout ce qui est Humaine, relationnel en fait. Voilà. ouais, c'est ça. Mais C'est là, il ne ça. faut pas laisser de côté. Il faut quand vraiment Oui, il y c'est a un ça. C'est qu'à problème comme partir du moment ça, où ça devient un peu trop présent, un peu trop oui. anxiogène, il faut que tu conseilles vraiment aux parents là Ah oui, de poser peut-être la de question. poser la question au cadre, à De la poser cadre. la question directement à la cadre ou directement à la personne concernée si on sent qu'on peut lui demander: mais je comprends pas, avec vous j'ai le droit, mais avec machin j'ai pas le droit, comment ça Mm, se passe, est-ce qu'on mhm. peut m'expliquer? Et voilà, sans aucune velléité. Ouais, c'est ça. Très cool. Mm. Ouais, exactement. Donc, D'accord. voilà. Ok. Euh, Alors après, en préparant le live, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait d'autres intervenants réguliers au sein de service. Et j'ai notamment constaté qu'il y avait dans la prise en soin du bébé prématuré une équipe pluridisciplinaire qui n'est pas forcément rattachée à 100% au service, mais qui intervient régulièrement auprès des bébés prématurés. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, cette équipe qui va venir un peu travailler à vos côtés pour le bien-être du bébé? Alors tout à fait, en fait, on travaille en équipe pluridisciplinaire parce que nous, on n'est pas capable de tout faire. On va dire qu'on s'occupe peut-être de 90% des soins de base, mais on a besoin d'autres professionnels expérimentés qui vont être présents de façon quotidienne ou hebdomadaire dans le service, que les parents vont rencontrer très régulièrement. Donc, en premier lieu, il va y avoir les kinés, les kinésithérapeutes, qui sont extrêmement utiles pour tout ce qui est accompagnement de la ventilation, pour faire des massages, pour aider à désobstruer les bronches, parce que les prémas ont des toutes petites bronchioles et du coup ont tendance à s'obstruer. Donc, les kinés sont très importants. Ils vont aussi corriger les malpositions au niveau des pieds ou alors en néonat, ils vont travailler un petit peu plus sur tout ce qui va être torticolis, positionnement. Il y en a qui sont calés au niveau du positionnement, qui vont vérifier comment le bébé est installé dans son cocon, qui vont donner des conseils. Donc, les kinés, ça fait partie des gens qu'on a très régulièrement à nos côtés, qui eux-mêmes ont des stagiaires. Voilà. Ensuite, on a les manipulateurs radio. Alors, les manip radio, pareil, on va énormément travailler avec eux, puisque, en tout cas, moi, dans mon service, les enfants descendaient très rarement pour la radio. C'est la radio qui monte pour les faire au lit. Ah, On ne les bouge pas. d'accord. Donc, en fait, pour tout ce qui est surveillance pulmonaire, les radios de contrôle régulière, pour tout ce qui est pause de cathé, pause d'intubation, on va faire des clichés. Donc, en fait, on voit les gens de la radio quasiment tous les jours. Et en même temps, je vais englober également tout ce qui va être échographe, qui vont venir faire les échographies cardiaques, les échographies transfontanellaires, ou alors les intervenants extérieurs qui vont venir faire les électroencéphalogrammes, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, c'est des gens avec qui on travaille très, très régulièrement également.
Ensuite, deux professions très importantes qui font partie de l'équipe, mais qui n'ont pas un poste souvent à temps plein dans l'équipe, c'est les psychologues et les assistantes sociales. Donc la psychologue, un poste primordial pour accompagner les mamans et les papas pendant cette épreuve de la prématurité. Les services qui ont un temps plein de psychologue, c'est formidable. Sinon, c'est du temps partiel où elles sont là le matin, par exemple, dans ce service-là, et puis dans un autre service l'après-midi. Elles sont très importantes pour accompagner les parents. Des fois, elles proposent des temps de partage de parole, des groupes de parole, des groupes de relaxation pour permettre aux parents d'évacuer. Mais elles ont aussi une place importante au niveau des équipes, puisque certaines d'entre elles proposent aussi aux infirmières, aux auxiliaires, aux pédiatres, des temps de parole pour débriefer sur des situations qui peuvent être compliquées à vivre et où on a besoin de refaire le point. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus qu'elles vont parler aux bébés aussi. C'est très important. Il y a des bébés qui ont besoin, alors ils ont tous besoin qu'on leur parle, mais je pense particulièrement aux bébés qui sont nés sous le secret. Ces bébés-là qui n'ont pas de maman qui viennent les voir. Des fois, les psychologues viennent les voir pour leur raconter un petit peu leur histoire et ce qui va se passer après. Et donc, elles font partie des réunions, par exemple, hebdomadaires des équipes pour faire un petit peu le point. Voilà, quand on fait un peu le point sur ce qui se passe dans le service, comment va telle maman, tel bébé, tel papa, voilà, elles vont donner... alors, elles ont leur secret médical et elles ne viennent pas nous raconter ce que les mamans leur ont transmis. Mais par contre, elles vont pouvoir nous donner des indications pour dire, voilà, cette maman, elle a besoin d'être soutenue, une histoire un peu compliquée. Qui vous permettent d'adapter votre accompagnement. Voilà. Et c'est des accompagnements très souvent dans les chambres, au pied des couveuses. Mais les mamans peuvent aussi avoir envie d'aller discuter avec elles dans leur bureau ou après être suivies une fois que le bébé est sorti. Donc voilà, c'est très important. Et donc, je vous disais, les assistantes sociales. Donc effectivement, alors les assistantes sociales, on a toujours un peu cette image de la nécessité pour les familles en difficulté. Mais en fait, les assistantes sociales, elles accompagnent aussi les parents dans la prématurité puisqu'on a le droit à des aides. On a le droit à des aides, oui, effectivement. Maintenant, on a le droit à avoir un congé spécifique pour le papa en cas de naissance ou d'hospitalisation de l'enfant à la naissance. Donc, elles vont pouvoir dire, voilà, vous avez le droit à ça. Elles vont aider éventuellement à avoir quelqu'un qui vient aider à faire le ménage, une travailleuse familiale qui vient faire le ménage à la maison ou aider quand il y a d'autres enfants. Enfin, voilà, elles ont des petites astuces pour aider. Bon, bien sûr, elles aident aussi les familles en difficulté, puisque souvent, à l'hôpital, c'est l'occasion de refaire le point et de voir comment on peut aider les gens. Et elles vont aussi pouvoir aider à monter des dossiers parce que des fois, on a donc des débuts de risque de handicap et donc elles vont aider les familles à monter les dossiers MDPH suite à la prématurité pour une prise en charge plus facilitée après. Donc elles font elles aussi partie des réunions hebdomadaires d'équipe pour faire un petit peu le point sur les familles dans les deux sens. Et puis elles ont un rôle pareil primordial pour les bébés nés sous le secret. Voilà, parce qu'elles gèrent aussi la suite. Donc voilà, ça fait partie des intervenants qu'on a qui ne font pas partie de l'équipe, mais qui sont dans l'équipe pluridisciplinaire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants spécifiques comme ça qui peuvent intervenir dans les services? Alors oui, il va rester une dernière catégorie d'intervenants. Ça fait du monde quand on commence à regarder. C'est pour ça que c'est important de demander à qui on a affaire. Ça va être des professions qui vont être moins présentes et qui vont dépendre aussi de la spécificité des services et des choix de services, des projets d'équipe, des projets de chef de service. Donc, je vais vous en lister une petite partie. Alors, il n'y a pas tous ces professionnels dans tous les services de réa ou de néonat, mais on peut les rencontrer. Donc, par exemple, on peut rencontrer des psychomotriciens. Et psychomotricienne. La psychomotricienne, elle va traiter les troubles des gestes et des mouvements et elle va essayer de rééduquer l'harmonie corporelle du bébé. En fait, elle aide à retrouver le bien-être ou alors à supprimer certains mouvements de handicap, etc. En fait, comme ils sont nés en avance, elle va surtout être en surveillance de voir si tout ce qui est développement psychomoteur se met bien en place avec les réflexes archaïques, avec les mauvaises positions qu'ils pourraient prendre suite à la prématurité et tout. Elles accompagnent la motricité, elles vont dépister les retards, les anomalies et elles sont vraiment très très importantes, mais elles ne sont pas là dans tous les services. Quand elles sont là, souvent elles travaillent sur la position par exemple du bébé préma, avec les cocons, comment les installer correctement et tout ça. Mais c'est pas... à chaque fois, je reviens avec mon service à moi, mais par exemple, chez nous, on n'avait pas de psychomotricienne. Mais par contre, chez nous, nous avions une orthophoniste. Voilà. Et alors ça, l'orthophoniste, c'est un petit peu plus rare.
Nous, on avait un historique avec une prise en charge, avec une orthophoniste qui aidait beaucoup, qui parlait beaucoup d'allaitement et qui aidait beaucoup sur les mises au sein et puis après sur les stimulations orales pour accompagner le bébé, et puis les stimulations olfactives avant la mise au sein qui peut stimuler un petit peu au niveau de l'odorat, qui va du coup après donner au bébé Ouais, les ce petit réflexes et qui réflexe va de. faciliter, voilà, faciliter la mise au sein, etc. Donc moi, spécifiquement, dans mon service, il y avait une orthophoniste, ce qui est assez rare, C'est mais qui génial. existe aussi hein, dans d'autres services. Et c'est super bien pour préserver justement l'oralité du bébé et éviter, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très important, hein, de ne pas trop stimuler et d'être bienveillant au niveau de la sphère orale du bébé prémat. Donc les orthophonistes. Dans les choses un petit peu rares mais qui existent, eh ben, il y a des ostéopathes aussi qui peuvent intervenir. Alors pourquoi les ostéos c'est bien? Eh ben, parce que les bébés au début, quand ils ont été ventilés, avec les harnais de ventilation, avec des points au niveau des masques, etc., ça peut avoir des appuis qui peuvent avoir des répercussions après sur plein de choses en fait, hein, le canal lacrymal, après la façon dont les dents vont se mettre, sur les têtes qui vont partir un petit peu en poire, enfin toutes ces choses-là. Donc l'ostéo a un rôle super intéressant. Il peut accompagner l'évolution des bébés en réa. Spécifiquement, bah, on a des consultantes en lactation. Alors, elles sont un peu à part parce que généralement, les consultantes en lactation, ce sont soit des sages-femmes, soit des auxiliaires, soit des infirmières ou des infirmières puéricultrices. Donc, en fait, elles sont déjà dans, dans la place, mais elles ont cette spécialité et elles peuvent intervenir en tant que spécialité enfin, en tant que spécialiste pour accompagner l'allaitement et la lactation. Des fois, on peut avoir affaire à des diététiciennes. Alors, c'est pareil, ça peut être assez rare, mais la diététicienne, en fait, elle va intervenir dans des cas bien précis, d'alimentation un peu spécifique, en fonction de pathologies, où on va calculer certains apports, en fonction des allergies. Enfin, voilà, c'est rare, mais ça peut être un professionnel à qui on peut faire appel. Et puis, je pensais aussi aux éducatrices de jeunes enfants. Donc, les éducatrices de jeunes enfants, normalement, ne sont pas au niveau des néonates et des réanéonates, mais ça peut arriver dans mon service. En fait, à une période, on avait une éducatrice de jeunes enfants qui venait passer 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, pour justement s'occuper un peu des bébés nés sous le secret, qui n'avaient donc pas de visite et qui, en fait, étaient là pour les stimuler, et, parce que les soignants n'ont pas forcément le temps de passer ce temps nécessaire auprès des bébés pour les éveiller et puis leur parler et puis jouer. Alors jouer est un grand mot, mais enfin voilà, être avec eux, Avoir surtout un quand temps c'est des d'échange. bébés voilà, qui ont évolué, quand ça fait 2, 3 mois qu'ils sont là, ils s'éveillent un peu plus et ils ont besoin de ce temps d'échange-là. Donc on pourrait rencontrer aussi des éducatrices de jeunes enfants, voilà, qui sont là du coup pour tout ce qui est éveil, initiation à pro langage, toutes ces choses-là. D'accord. Voilà, en gros. Ça fait vraiment beaucoup de monde, en effet. Et des métiers, en effet, quand on est vraiment en dehors de la sphère, qu'on ne soupçonne pas, qu'ils puissent intervenir, en effet, auprès des prémages. Je trouve ça vraiment extraordinaire, là, comme voilà, les éducatrices de jeunes enfants, de se dire qu'il y a quand même des personnes qui viennent voilà, passer un peu de temps et prendre soin de ces petits bouts qui sont malheureusement tout seuls. Je trouve ça très, très, très beau. Et dans le cas où on a des enfants qui ont des pathologies ou des particularités spécifiques, est-ce qu'il y a encore des nouveaux intervenants, des Alors, nouveaux c'est spécialistes qui vrai, vont intervenir? c'est un petit peu comme pour la conseillère ou la consultante en lactation, on va avoir des médecins et des infirmières qui vont être spécialisés. Donc, par exemple, on va avoir peut-être besoin de consulter un cardiologue, un néphrologue, un dermato, un D'accord. orthopédiste, un neuropédiatre sur certaines caractéristiques spécifiques d'un enfant. Donc, on a des neuropédiatres, on a des orthopédiatres, voilà, et ils ne sont pas forcément disponibles au sein de la structure hospitalière où on est. Donc, du coup, ils vont soit être contactés par téléphone, soit l'enfant ira faire une consultation, soit certains sont dans des services à côté et viennent jeter un œil et donner leur avis. Euh, Après, pour les examens un petit peu plus avancés, on va faire des fonds d'œil pour les enfants pour vérifier au niveau de l'oxygénation si ça n'a pas abîmé la rétine. Donc là, ça va être des ophtalmos. On fait des dépistages auditifs. Donc maintenant, les dépistages auditifs, ils sont faits par les infirmières et les auxiliaires. Mais si vraiment il y a des doutes, Oui, des les questions, doutes. etc., on peut rediriger vers des ORL.
Et puis les infirmières, pareil, il y a des infirmières qui ont des compétences spécifiques, qui se sont spécialisées avec des DU en cicatrisation, en soins palliatifs, en douleur, je pense à toutes les poches de stomie en cas Mm. quand on est obligé de couper au niveau des intestins, etc. C'est des infirmières qui ont des compétences voilà, spécifiques qui peuvent aider sur des petits trucs comme ça où on n'est pas forcément pointu, avec des fois des équipes mobiles. Donc, par exemple, l'équipe mobile de soins palliatifs qui va venir aider l'équipe lors d'une fin de vie, par exemple, qui auront des capacités spécifiques pour accompagner, ou l'équipe douleur, voilà, dans des trucs un petit peu spécifiques. Et puis, du coup, pour finir ma liste, qui n'est pas finie, on peut encore rajouter plein de monde, je vais citer d'autres personnes qu'on peut croiser au hasard de notre histoire en réa néonate. On va croiser la représentante de l'état civil, par exemple, qui va venir les premiers jours pour... les parents ne vont pas à la mairie, en fait. Dans certains hôpitaux, c'est la représentante de l'état civil qui vient prendre l'identité de l'enfant. Et des fois, elle monte voir la maman en réa. On a bien sûr toutes les associations de soutien qu'on mentionne très souvent dans nos lives. Donc, des associations nationales comme SOS Préma qui vont avoir des relais dans les hôpitaux, mais aussi des associations extérieures qui ne rentrent pas forcément dans le service, mais qui vont apporter des petites pieuvres ou qui vont apporter des bodys comme Le petit Abracadabra, ou alors il y coffret. a des musiciens qui viennent chanter. Enfin voilà, il y a plein de petites choses un petit peu en fonction des établissements dans lesquels on travaille. Pour les gens qui sont croyants, on a les représentants des différents cultes qui peuvent des fois à la demande des parents, rentrer quelques heures, enfin quelques minutes pour un baptême, pour une prière, voilà. Donc c'est des gens qu'on peut croiser. Les brancardiers vont s'occuper des enfants quand il y a des transferts Les au sein du transferts. même établissement. Les ambulanciers quand il y a des transferts dans un autre établissement. Le SMUR avec son médecin, son infirmier et son brancardier, enfin son conducteur, quand c'est des transports de bébés qui sont ventilés. Et puis, on a aussi les équipes d'HAD dont on a parlé, d'hospitalisation à domicile, qui vont venir dans le service pour rencontrer. On a des traducteurs pour les familles qui ne parlent pas forcément très bien français. On a les agents d'entretien de l'hôpital. Donc, des fois, les parents, ils voient le plombier qui vient réparer l'évier ou l'électricien qui peut changer une ampoule. Voilà, ça fait C'est partie le des gens qu'on peut quotidien, oui, croiser. oui. Nous, on va croiser aussi le personnel de la pouponnière avec des éducateurs spécialisés qui vont éventuellement, qui vont venir à la rencontre des enfants nés sous le secret pour après faire le lien. Voilà, et puis le dernier personnel aussi qu'on peut croiser en cas de décès, les parents peuvent être amenés à croiser tout le personnel de l'auditoire, donc de la morgue, pour la prise en charge de l'enfant. Voilà. Pas très drôle, mais ça fait partie aussi Ça fait partie des personnes voilà, des gens et heureusement qu'ils font qu'on peut croiser qu'on peut croiser, voilà, quand on malheureusement. est dans le service. Exactement. Je ne sais pas, Et je pense que j'ai fait à peu près je, le tour je pense des que tu as fait le personnes tour. En tout cas, moi, j'arrive à bout de mes petites notes. Donc, je pense on a bien, en effet, on a bien fait le tour. Je sais pas en termes de timing comment on est, Marie. J'ai pas du tout l'heure à Alors, côté de je moi. crois que ça va bientôt. On est sur la fin, là, On est sur bientôt. la fin. Je vais juste en profiter pour mentionner la chose suivante, c'est qu'à la sortie de l'hôpital, tous les professionnels qu'on a mentionnés, alors surtout, je pense aux psychologues, aux kinés, aux psychomotes, ce sont des orthophonistes, etc. Ce sont des professionnels qui vont pouvoir continuer à suivre l'enfant, soit quand il va aller avec les CAMS. Donc les CAMS, c'est les centres d'action médico-sociale précoce, où on va avoir un suivi quand il y a un risque de trouble du développement ou du handicap. Et donc c'est des enfants qui vont être pris en charge précocement pour être suivis vraiment avec tous ces professionnels-là pour une meilleure prise en charge. Il y a des fois des très très longues listes d'attente pour les CAMS avec des grands délais, et c'est vrai que c'est mieux de prendre les enfants en charge plus précocement, et du coup les parents peuvent de façon individuelle s'adresser aux Ils professionnels en prennent libéral finalement, et prendre voilà, des rendez-vous avec des psychomotes, avec des voilà, de kinés, avec façon, des d'accord. orthophonistes. Voilà, donc c'est en fait tous ceux qu'on aura un petit peu rencontrés pendant l'hospitalisation, ils continuent un suivi Le suivi avec sera l'enfant. à la sortie de Voilà, l'hôpital. sachant qu'il y a le suivi bien sûr avec le pédiatre, avec un pédiatre référent dans le cadre du suivi du réseau périnate de tout ce qui est enfants vulnérables pour ceux qui sont nés avant 32 ou 33 semaines suivant les protocoles des différents départements. Donc
voilà, qui vont continuer à suivre aussi ces bébés. Donc, on continuera à croiser ces professions. Le suivi peut Voilà. être long, Marie? Alors, le suivi, généralement, il est à peu près jusqu'au CP, on parle. Alors après, ça dépend quel suivi, hein, mais le suivi d'un bébé prématuré, c'est jusqu'au moins à l'acquisition de la lecture, de l'écriture pour C'est vraiment là où on vérifier peut que tout se déceler passe bien. éventuellement. D'accord. Voilà, donc on a un suivi effectivement sur du long terme. Après, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la kiné ou de la psychomote. Ça va être généralement au En début, fonction. en fait, voilà, en fonction des acquisitions. Et puis après, en fonction de comment l'enfant se débrouille, on aura plus ou moins besoin d'un accompagnement. Et puis, il pourra être espacé, interrompu, repris en fonction des périodes. Voilà, on n'est pas forcément parti pour D'accord. cet accompagnement-là. Et j'ai envie de dire qu'il y a autant d'accompagnement que d'histoires personnelles. L'histoire d'enfant. Voilà, et Exactement. d'évolution. Voilà, en gros. Donc là, je pense Très qu'on bien. a fait le tour et qu'on risque Exact. d'être interrompu bientôt. C'est On espère vrai? que ça vous a Euh, plu, que ça n'a pas fait Oui. trop Trop liste. liste, c'était un peu notre crainte en effet, mais voilà, je pense que tu as quand même bien présenté les choses. On n'a pas eu le sentiment que tu nous as énuméré toute une longue liste. Et puis c'était important aussi voilà, de connaître tous ces métiers, de connaître un peu le rôle de chaque professionnel, notamment pour les parents, hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ce tour d'horizon nous permet vraiment de constater que le nombre de professions autour de la prématurité est quand même assez important. Et je pense que quand on est plongé dedans, les premiers jours, premières semaines, ça doit être assez compliqué pour les parents voilà, d'identifier chaque personne et à qui je peux demander ça, qui va être en charge de faire ça auprès de mon bébé. Donc voilà, je trouvais que c'était un live qui était enrichissant, intéressant et on espère qu'il vous a plu en effet. C'est très important donc de demander aux gens qui ils sont, hein, et de ne pas oser, enfin d'oser justement leur demander quel est leur rôle auprès du bébé et comment il va pouvoir vous aider et poser les questions à la bonne personne. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir une réponse adaptée. Et il y a de plus en plus de services qui font des espèces d'organigrammes à l'entrée pour pouvoir montrer la tête des gens et quelle est leur responsabilité. Et puis, comme je le disais, normalement, on est Oui, censé c'est avoir intéressant. un badge avec écrit voilà, ce qu'on fait et ce qu'on est. Alors, on est tous complémentaires et c'est important que les parents sachent voilà, à qui ils ont affaire. Et qui sont à Merci faire. beaucoup pour Oui, ce commentaire que j'ai. je viens de Très le lire touchant. aussi. J'essaie de répondre, mais je me dis qu'en fait, comme ça va être le mot de la fin, on finit bien, on finit en beauté. Merci beaucoup pour votre message. Puis Marie, tu vois, c'était très clair. Donc voilà, c'est Super. parfait. Et important de connaître chaque intervenant dans le cadre de la prise en charge de la prématurité. Voilà, bah, c'était exactement le but recherché. Donc nous sommes ravis. Voilà, on finit vraiment sur une note positive. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions, voilà, soit sur Gaspard et Alice, soit sur Marie Bidibou, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on vous Complémentaire. répondra individuellement s'il y a besoin. Voilà. Voilà. On vous souhaite Et une bien, bonne bonne soirée. soirée. Bonne soirée, Marie. Bonne Bonne soirée à soirée, tous. puis merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois. À bientôt. Ça marche. Bonsoir.